Bonjour. Les références bibliographiques et l'article source de l'éditeur sont accessibles dans la description, sous la vidéo. Si vous souhaitez soutenir la diffusion des connaissances scientifiques, abonnez-vous. Et pouvez-vous donner un coup de pouce s'il vous plaît. Abstrait. Nous avons développé un nouveau modèle d'anoxyste cérébral réversible chez les rongeurs et effectué des enregistrements électrocorticographiques et intracellulaires continus de neurones néocorticaux pour identifier en temps réel la dynamique cellulaire et de réseaux qui émergent successivement tout au long du processus de guérison. Parallèlement à une diminution globale de l'amplitude de l'électrocorticogramme, la privation d'oxygène a entraîné une augmentation précoce des activités bêta-gamma, accompagnée de dépolarisation rythmique de la membrane et d'une activation régulière des neurones pyramidaux. L'électrocorticogramme et les signaux intracellulaires étaient alors dominés par des activités basse fréquence qui diminuaient progressivement vers des niveaux isélectriques. Les neurones corticaux, au cours de l'état isélectrique, ont subi un déplacement dépolarisant massif du potentiel membranaire, capturé dans l'électrocorticogramme sous la forme d'une onde triphasique de grande amplitude, connue sous le nom des ondes de Moore. Cette dépolarisation anoxique neuronale, associée à un blocage des potentiels d'action et à une perte des propriétés d'intégration cellulaire, pourrait cependant être inversée si la réoxygénation cérébrale était rapidement rétablie en 2 à 3,5 minutes. La lente repolarisation ultérieure des neurones néocorticaux a abouti à une deuxième vague d'électrocorticogrammes identifiables que nous avons appelée vague de réanimation car elle a inauguré la récupération progressive des activités synaptiques et de déclenchement préanoxique. Ces résultats démontrent que la vague de mort n'est pas un biomarqueur d'une mort irrémédiable et dévoilent les corrélats cellulaires d'une nouvelle vague d'électrocorticogrammes qui peut prédire une guérison réussie. L'identification de biomarqueurs en temps réel de l'apparition et de la fin de l'agression anoxique cellulaire pourrait bénéficier à la recherche sur les stratégies interventionnelles visant à optimiser les procédures de réanimation. 1. Introduction. L'élucidation des événements neuronaux qui sous-tendent le processus de mort au cours de l'anoxie cérébrale, la cause ultime du décès et de ceux qui se produisent lors de la récupération des fonctions cérébrales lorsqu'une procédure de réanimation opportune est initiée, fait partie des questions les plus difficiles de la neurologie clinique et des neurosciences. Des études antérieures abordant cette question dans des modèles animaux d'anoxie cérébrale globale ont identifié des changements séquentiels dans les schémas électroencéphalographiques corticaux au cours du processus de mort. Par exemple, induire un arrêt cardiaque brutal chez le rat par injection intracardiaque de chlorure de potassium a entraîné une diminution rapide de l'amplitude de l'électroencéphalogramme associé dans les 30 premières secondes précédant la ligne isélectrique à une augmentation généralisée des oscillations gamma à haute fréquence. Dans un autre modèle de rongeur en arrêt cardiaque, dans lequel l'anoxie était induite par une interruption de la ventilation artificielle, l'atténuation de l'activité de l'électroencéphalogramme vers l'état isélectrique s'accompagnait d'une diminution de la puissance dans toutes les bandes de fréquence et d'une connectivité fonctionnelle accrue entre les cortex frontaux bilatéraux. L'interruption du flux sanguin cérébral par décapitation chez le rat a également entraîné une perte rapide de la puissance globale de l'électroencéphalogramme, parfois associée à des ondes lentes ou à une activité rapide de faible amplitude. Environ une minute après la décapitation, pendant le silence électrocérébral, une onde polyphasique lente et de grande amplitude a été soudainement détectée sur l'électroencéphalogramme. Cette onde a été suggérée pour marquer la mort synchrone et irréversible des neurones et a donc été baptisée vague de mort. Sur la base d'un modèle biophysique unicellulaire, Zand a proposé que la vague de mort reflèterait la dépolarisation massive et simultanée d'un grand nombre de neurones, provoquée par une cascade de mécanismes neuronaux déclenchés par la privation d'oxygène initiée par le dysfonctionnement de l'adénosine. Pompe sodio-potassium dépendante du triphosphate et perte du potentiel transmembranaire neuronal. Des observations similaires ont été faites chez des patients gravement malades, recevant des soins palliatifs. Au moyen d'indices multivariés dérivés de l'électroencéphalogramme, une augmentation transitoire de l'activité, présumée représenter des signaux cérébraux à haute fréquence, a été identifiée dans les 1 à 2 minutes suivant l'arrêt cardiaque. Cette découverte, suggérant la persistance dans le cerveau mourant de schémas d'activité généralement associés à l'état de veille conscient, a conduit à l'hypothèse selon laquelle les sursauts d'activités électriques en fin de vie pourraient fournir une base neuronale aux expériences de mort imminente, ces expériences mentales vives. Rapportées par de nombreux survivants d'un arrêt cardiaque.
Une onde d'électroencéphalogramme polyphasique, se propageant, considérée comme une dépolarisation terminale, analogue à l'onde de mort des rongeurs, a également été récemment détectée au cours du processus de mort chez des patients présentant des lésions cérébrales dévastatrices après l'arrêt des traitements de survie. Les origines neuronales de ces activités électriques cérébrales de mort imminente enregistrées in vivo demeurant inconnues, puisque les études précédentes sur l'homme et l'animal se limitaient à leur observation sur l'électroencéphalogramme. De plus, les protocoles mortels utilisés dans les modèles de rongeurs ont empêché l'examen du processus de récupération neuronale lors des procédures de réanimation. Ici, en combinant des enregistrements simultanés des gaz du sang artériel, de la fréquence cardiaque, des potentiels électrocorticographiques, du déplacement du courant continu intracortical et de l'activité intracellulaire des neurones néocorticaux dans un modèle de rongeur d'anoxie transitoire, nous fournissons la première caractérisation in vivo des changements cellulaires et synaptiques sous-tendant l'électrocorticogramme dynamique qui émergent successivement tout au long de la période anoxique et du processus de réanimation ultérieur. Nous démontrons également que la dépolarisation anoxique des neurones néocorticaux provoquant la vague de mort peut être inversée, et identifions une nouvelle vague d'électrocorticogrammes pertinente, la vague de réanimation, qui inaugure la récupération des activités neuronales et réseaux après une réactivation opportune. L'oxygénation du cerveau. 2. Matériel et méthode. Les expériences ont été réalisées conformément aux directives de l'Union européenne et ont reçu l'approbation du ministère français de la Recherche et du comité d'éthique Charles Darwin sur l'expérimentation animale. Toutes les précautions ont été prises pour minimiser le stress, la souffrance et le nombre d'animaux utilisés dans chaque série d'expériences. 2. 1. Animaux, chirurgie et évaluation des conditions physiologiques. Dera Sprague Dolimal Redulten U003D29, Charles Rivet Laboratory, pesant 300 à 500 g, ont été initialement anesthésiés par injection intrapéritonéale de pentobarbital de sodium et de kétamine pour effectuer les interventions chirurgicales. Les animaux ont ensuite été cannulés après incision de la trachée et placés dans un cadre stéréotaxique. Les incisions et les points de pression ont été infiltrés à plusieurs reprises avec de la lidocaïne et la température centrale a été stabilisée 36,5 à 37,5 degrés Celsius tout au long de l'expérience à l'aide d'une couverture chauffante contrôlée par rétroaction. Pour les enregistrements ultérieurs d'électrocorticogrammes extracellulaires et intracellulaires, de petites craniotomies ont été réalisées au-dessus des cortex somatosensoriels primaire gauche et droit et du cortex moteur primaire gauche. Après l'intervention chirurgicale, les animaux ont été paralysés par injection intramusculaire de triétevodieux de galamine et maintenus sous ventilation artificielle avec de l'air ambiant à un débit de 85 cycles-main, un volume respiratoire de 2,6 ml cycles et une pression inspiratoire de 12 bars. L'anesthésie a ensuite été maintenue pendant les enregistrements par injection régulière de pentobarbital. L'oxymétrie de pouls, la capnographie et les paramètres cardio-pulmonaires ont été évalués en continu à l'aide d'un moniteur de signes vitaux vétérinaires. Pendant les périodes de contrôle, les valeurs de saturation artérielle en oxygène et de concentration de dioxyde de carbone en fin d'expiration se situaient respectivement entre 95 et 98% et 4 et 5,5%. Et la fréquence cardiaque était de 350 à 450 battements main. Les fonctions du tronc cérébral ont été évaluées en examinant l'état pupillaire et sa réactivité à la lumière au cours des différentes phases des procédures d'asphyxie et de réanimation. Une caméra vidéo, intégrée dans un stéréomicroscope, a été focalisée sur l'œil gauche et les enregistrements vidéo ont été synchronisés avec la surveillance par électrocorticogramme. L'état pupillaire a été évalué alternativement dans l'obscurité 1 main et sous illumination 2 mains à l'aide d'un spot de 30 W situé à 10 cm de l'œil NU003D15 protocole de CETRA. Dans 4 expériences, le réflexe pupillaire a été testé davantage en éclairant à plusieurs reprises l'œil gauche. 2. Électrophysiologie et acquisition de données. Les activités de l'électrocorticogramme ont été capturées à l'aide d'électrodes d'argent approximately 60 kOm placées sur la dure mère au-dessus du cortex somatosensoriel primaire et du cortex moteur primaire, et d'une électrode de référence apposée sur un muscle temporal du côté opposé de la tête. Des enregistrements d'électrocorticogramme ont été réalisés à partir du cortex somatosensoriel primaire gauche
7 à 8 mm en avant de la ligne interorale, 4,5 à 5,5 mm latéralement par rapport à la ligne médiane isolément ou à partir du cortex somatosensoriel primaire bilatéral, avec le cortex moteur primaire gauche, 10 à 11 mm en avant. À la ligne interorale, 2,5 mm latéralement à la ligne médiane. Les signaux de l'électrocorticogramme ont été amplifiés avec un amplificateur alternatif différentiel, filtré passe-bande à 0, 1 Hz, 1 kHz et numérisé à 3 kHz. Des enregistrements intracellulaires à pince de courant ont été réalisés simultanément avec une surveillance par électrocorticogramme à l'aide de micropipettes en verre ampli de 2 mCAC 60 à 70 mOmea et amplifié avec un amplificateur de 900 A fonctionnant en mode pont. Les neurones corticaux NU003D étaient situés dans les couches 5 du cortex somatosensoriel primaire 890 à 1572 micromes sous la surface corticale. Paxino et Watson, 1986, et identifiés comme cellules pyramidales sur la base de leurs propriétés électrophysiologiques distinctives. Des potentiels de courant continu extracellulaires ont été obtenus dans le cortex somatosensoriel primaire à proximité approximativement 300 micromes des neurones corticaux enregistrés simultanément de manière intracellulaire. Les signaux en courant continu et intracellulaire ont été filtrés passe-bande entre le courant continu et 3 kHz et numérisés à 10 kHz. 2. 3. Procédure de réanimation asphyxique et segmentation des états. Les paramètres physiologiques et les activités électrophysiologiques ont été enregistrés en continu pendant les périodes normoxiques, contrôle, pendant l'interruption de l'apport d'oxygène et tout au long du processus de réanimation. L'asphyxie a été induite par une interruption soudaine de la ventilation artificielle chez les animaux, curarisée ventilation OFF. Cela a conduit à un effondrement rapide de la concentration en dioxyde de carbone en fin d'expiration, et à une chute plus progressive des valeurs de saturation artérielle en oxygène vers des valeurs indétectables 20% ou 10 mm Hg de pression d'oxygène, correspondant au seuil de sensibilité du système vétérinaire Leaf Window Monitor. Après le début de l'anoxie, les activités électriques cérébrales ont connu des changements transitionnels vers un état électriquement silencieux soutenu, défini comme la période isélectrique. La ventilation a ensuite été rétablie pour réanimer les animaux ventilation activée. Cette procédure a initié une récupération progressive de l'électrocorticogramme et des activités neuronales. Nous avons défini le début de la période de récupération précoce comme le moment auquel le signal de l'électrocorticogramme avait récupéré 95% de sa pleine amplitude, quel que soit son contenu fréquentiel. Les périodes d'enregistrement suivantes ont été segmentées en fonction de leur horaire relatif au retour de l'alimentation, en oxygène, plus 15 mains, plus 30 mains, plus 45 mains, plus 60 mains après la mise en marche de la ventilation. Certains animaux NU003D ont été soumis à plusieurs protocoles d'asphyxie, chaque protocole étant séparé l'un de l'autre par une période de récupération par électrocorticogramme. 2. 4. Analyse des données. Les valeurs moyennes du potentiel membranaire ont été calculées, comme la moyenne de la distribution de l'activité intracellulaire inférieure au seuil et l'amplitude des fluctuations du potentiel membranaire correspondait à l'écart type de la distribution. La résistance apparente de la membrane a été mesurée à partir des réponses en tension à l'injection d'impulsions de courant négative 0,5 à 1 A, durée de 100 mètres appliquée à 5 Hz, et la constante de temps de la membrane a été dérivée d'un ajustement de décroissance exponentielle appliqué aux hyperpolarisations induites par le courant. La cadence de déclenchement spontané moyenne et le potentiel membranaire moyen des neurones corticaux ont été extraits de périodes d'enregistrement représentatives de 30 à 60 S et la variabilité temporelle de la décharge du potentiel d'action a été évaluée en calculant le coefficient de variation des intervalles entre pointes, qui dépend moins des variations en cadence de tir moyenne que le coefficient de variation standard. Le contenu fréquentiel des signaux de l'électrocorticogramme a été calculé au cours des différents états cérébraux en effectuant d'une analyse temps-fréquence à l'aide d'une analyse de décomposition en ondelettes réalisée avec des fonctions écrites sur mesure dans MATLAB de MathWorks. Un signal d'électrocorticogramme XT a été convolué avec une fonction d'ondelette de Morley complexe définie comme voir l'équation dans l'article original. Les ondelettes ont été normalisées et donc voir l'équation dans l'article original. La largeur de chaque fonction d'ondelette. Voir l'équation dans l'article original. Le contenu temps-fréquence était représenté comme l'énergie du signal convolué. Voir l'équation dans l'article original.
Pour quantifier le degré d'association statistique et le délai entre les signaux d'électrocorticogramme provenant de différentes régions corticales, le coefficient de corrélation non linéaire lettre de 1,0 a été calculé en fonction d'un décalage temporel TAF. Cet indice quantifie la dépendance d'un signal IT sur un signal XT TAF. Une courbe de régression linéaire par morceau est utilisée pour prédire le signal IT étant donné les valeurs de XT TAF. La variance de IT expliquée par la courbe de régression est appelée variance expliquée tandis que la différence avec la variance totale est appelée variance inexpliquée. Ainsi, le rapport de corrélation non linéaire quantifie la réduction de variance obtenue en prédisant les valeurs I élevées sur la base de la courbe de régression. Voir les équations dans l'article original. 2. 5. Statistiques. Les valeurs numériques sont données sous forme d'erreur moyenne plus ou moins standard de la moyenne. Les différences entre les groupes ont été évaluées à l'aide de l'analyse de variance de Kruskal-Wallis sur les rangs, des tests T de students appareillés et non appareillés, ou du test de rang signé de Wilcoxon non paramétrique et du test de somme de rang de Mann-Whitney. Le cas échéant. Le niveau de signification a été fixé à P0,05. 3. Résultat. 3. 1. L'évolution temporelle de l'électrocorticogramme change depuis le début de l'asphyxie jusqu'à la récupération de l'activité corticale. L'activité de l'électrocorticogramme pendant les périodes de contrôle était dominée par des ondes rythmiques à 4-7 Hz, comme classiquement observé sous anesthésie au pentobarbital. L'interruption de la ventilation artificielle ventilation off entraînait généralement une diminution rapide de la concentration de dioxyde de carbone en fin d'expiration, tandis que la saturation artérielle en oxygène s'atténuait progressivement jusqu'à atteindre des valeurs indétectables voire matérielles et méthodes en 20 S. Les signaux de l'électrocorticogramme sont restés inchangés pendant approximativement 10 S avant de subir une diminution progressive de l'amplitude, souvent précédée d'une amplification transitoire. Les changements dans l'amplitude de l'électrocorticogramme étaient accompagnés de modifications dans son contenu fréquentiel. Nous avons analysé l'évolution temporelle de 4 bandes de fréquences standards. Delta 0,5 à 4,5 Hz, CT 4,5 à 10 Hz, alpha moyen bêta 10 à 25 Hz et bêta gamma élevé 25 à 50 Hz. Dans 65% des expériences, nous avons identifié une poussée d'activité de courte durée 9 plus ou moins 1 S, de 2 à 15 S, NU00, 3 des 13 protocoles dans les bandes d'I25 et 25-50 Hz en d'I35 S. Après interruption de la ventilation, correspondant à une augmentation de puissance moyenne par rapport à la période pré-anoxique de 39 plus ou moins 10% et 85 plus ou moins 19%, respectivement P0,01 pour les deux comparaisons. Toutes les bandes de fréquence ont ensuite diminué vers des niveaux isoélectriques, à l'exception de la bande de fréquence delta, qui a présenté une augmentation transitoire tardive, culminant à 28 à 59 S42 plus ou moins 1,7 S. NU003D20 protocole après la suppression de l'alimentation en oxygène. Cela a été mis en évidence par une augmentation marquée 22 fois plus importante en moyenne, NU003T20 protocole, P0,001 du rapport de puissance base 0,54,5 Hz à haute fréquence fusionnée, 10-50 Hz par rapport aux valeurs témoins. L'état isoélectrique atteint 49 plus ou moins 8 S de 30 C à 64 AS. NU003D20 protocole après le début de l'asphyxie était caractérisé par une diminution de 83 à 98% de l'amplitude de l'électrocorticogramme associée à une suppression presque complète de la puissance corticale, dans tous les cas. Bande de fréquence. Cela a coïncidé avec un potentiel de membrane plat potentiel de membrane dans les neurones enregistrés simultanément, fournissant une démonstration directe d'un silence électrocérébral. Nous avons notamment observé qu'une onde triphasique de grande amplitude, similaire à l'onde de mort décrite précédemment, émergeait systématiquement de l'électrocorticogramme plat. L'état isoélectrique était corrélé à une réduction drastique de la fréquence cardiaque, des valeurs de saturation artérielle en oxygène indétectables et une dilatation de la pupille de l'animal, qui atteignait une mydria réactive maximale au moment de la vague de mort. Le rétablissement de la ventilation artificielle ventilation activée, 2 à 3,5 minutes après le début de l'asphyxie, a entraîné une augmentation rapide de la concentration de dioxyde de carbone en fin d'expiration et une récupération légèrement retardée dans les 30 à 40 S des valeurs de saturation artérielle en oxygène. Le retour aux paramètres physiologiques, normoxiques, était corrélé à l'apparition d'une autre onde polyphasique, d'amplitude relativement faible dans l'électrocorticogramme, qui inaugurait la reprise de l'activité corticale, et fut ainsi appelée vague de réanimation, vague de réanimation.
La phase précoce de récupération du signal de l'électrocorticogramme, définie comme la restauration de 95% de sa pleine amplitude, a été atteinte en moyenne approximativement 11 mois après la réoxygénation cérébrale et caractérisée par une augmentation de l'activité delta et une atténuation marquée du plus haut 10, 50 Hz, composante de fréquence. Les oscillations haute fréquence ont ensuite progressivement repris, se rapprochant des valeurs de contrôle environ 60 mois après le rétablissement de la ventilation. L'activité T de 4,5 à 10 Hz est restée relativement stable et similaire à son niveau pré-anoxique tout au long du processus de réanimation, à l'exception d'une légère diminution de la puissance correspondante de l'électrocorticogramme 45 minutes après la réoxygénation. La reprise de l'apport d'oxygène a également entraîné une constriction progressive de la pupille dilatée, qui est revenue à sa taille normale au cours de la première phase de récupération par électrocorticogramme. En revanche, l'absence de secours respiratoire a irrémédiablement conduit à la mort des animaux, comme en témoigne un électrocorticogramme continuellement plat et un arrêt cardiaque dans les 6,6 à 15,4 minutes suivant le début de l'anoxie NU003D9 expérience. Nous avons ensuite quantifié la dynamique corticale pendant la réanimation en analysant au fil du temps les propriétés de couplage entre des zones corticales distantes dans des expériences où des électrocorticogrammes étaient enregistrés simultanément à partir du cortex somatosensoriel primaire bilatéral et du cortex moteur primaire gauche NU003 des 17 protocoles. Les valeurs de l'indice de couplage entre le cortex somatosensoriel primaire et le cortex moteur primaire sur le même hémisphère était supérieur à celle mesurée à partir du cortex somatosensoriel primaire bilatéral, P0,001, et sont restées similaires aux valeurs témoins, tout au long de la période de récupération. La force d'interaction entre les signaux bilatéraux de l'électrocorticogramme du cortex somatosensoriel primaire était significativement augmentée au début du temps de récupération et retrouvait les valeurs préanoxiques 15 minutes après le début de la réanimation. L'analyse des décalages temporels estimés à partir de H2 a suggéré un couplage bidirectionnel entre le cortex somatosensoriel primaire bilatéral pendant toutes les périodes calculées, alors que les interactions entre le cortex somatosensoriel primaire gauche et le cortex moteur primaire étaient caractérisées par un retard positif d'environ 1 ms. 3. 2. Dynamique intracellulaire de l'asphyxie à la récupération corticale. Pour élucider les mécanismes neuronaux et synaptiques sous-tendant les changements dans l'activité de l'électrocorticogramme tout au long des périodes d'anoxie et de réanimation, nous avons réalisé, dans un sous-ensemble d'expériences NU003D12, des enregistrements conjoints de l'électrocorticogramme du cortex somatosensoriel primaire gauche, de l'activité intracellulaire des neurones pyramidaux sous-jacents et de l'activité extracellulaire directe. Potentiel de courant à proximité de l'électrode intracellulaire. Les cellules pyramidales, identifiées électrophysiologiquement comme des neurones à pointe régulière NU003D9 ou à éclatement intrinsèque NU003D3 Storiade, 2004, présentaient sous contrôle une activité synaptique de fond soutenue entraînant un potentiel membranaire moyen de 69,6 plus ou moins 1,1 m VNU003D12 neurones et un relativement faible 3,1 plus ou moins 1,3 Hz NU003D11 actifs neurones et irrégulière coefficient de variation des intervalles entre points U003D 1,0 plus ou moins 0,1 NU003D11 neurones actifs activité de déclenchement. La poussée d'activité de l'électrocorticogramme à haute fréquence qui a immédiatement suivi l'interruption de l'apport d'oxygène a été associée, dans les neurones pyramidaux, à des potentiels dépolarisants rythmiques importants, conduisant à une activation élevée et plus régulière par rapport aux périodes de contrôle. Ces grandes fluctuations du potentiel membranaire étaient individuellement composées d'événements haute fréquence de 100 à 140 Hz de petite amplitude, vraisemblablement d'origine synaptique, corrélés aux oscillations rapides de l'électrocorticogramme correspondant. Au cours de l'électrocorticogramme basse fréquence ultérieure, les neurones corticaux présentaient des dépolarisations lentes de la membrane composite qui s'atténuaient progressivement en amplitude et en fréquence, provoquant une diminution marquée du déclenchement spontané. Cette disparition de l'activité intracellulaire s'est soldée par un potentiel de membrane isoélectrique, privé de tout événement synaptique et de déclenchement. Le potentiel de courant continu extracellulaire associé a montré un lent décalage positif, connu pour refléter une augmentation précoce dépendante de l'anoxyducation potassium extracellulaire. La correction du potentiel membranaire, avec des valeurs de potentiel de courant continu extracellulaire,
a indiqué une amélioration de la polarisation membranaire de 1 à 6 MV. Au cours de l'état électrique 58 à 114 et après l'arrêt de la ventilation, les neurones corticaux ont présenté une dépolarisation soudaine et brutale de 4 plus ou moins 0,3 MVS. NU003 des 12 neurones, qui a coïncidé avec une brusque déviation négative du potentiel de courant continu adjacent et la manifestation de l'onde de Moore dans l'électrocorticogramme. Le déplacement du potentiel membranaire a entraîné une dépolarisation anoxique dans les neurones pyramidaux, atteignant une valeur plateau de 22,0 plus ou moins 3,5 MV sans application de la correction du courant continu et de 3,4 plus ou moins 3,4 MV NU003 des 12 neurones après correction, démontrant un effet presque perte complète des gradises ioniques transmembranaires. La dépolarisation anoxique neuronale, l'électrocorticogramme isoélectrique associé et le décalage de potentiel négatif en courant continu ont été maintenus jusqu'au rétablissement de l'apport d'oxygène. Ceci fournit la première description in vivo de la contrepartie intracellulaire du changement de courant continu induit par l'anoxie dans le néocortex. La reprise de la ventilation a entraîné une lente repolarisation des neurones corticaux 1 à 38 s après la mise en marche de la ventilation, qui était systématiquement corrélée dans le temps à l'apparition de la vague de réanimation. Après avoir atteint un niveau maximal de polarisation membranaire, les neurones corticaux étaient engagés dans une reprise de leur activité caractérisée par une intensification progressive de la commande synaptique, parallèle au retour des ondes de l'électrocorticogramme. Le retour de l'activité synaptique de fond dans les neurones corticaux était beaucoup plus lent, P0,01 que sa perte, et quelques minutes 3,3 à 6,1 étaient nécessaires pour récupérer les valeurs préanoxiques des fluctuations du potentiel membranaire après restauration de l'apport en oxygène. La phase précoce de récupération de l'électrocorticogramme était associée à un changement dans la dynamique de déclenchement des neurones corticaux, qui présentait un taux de pointe significativement plus élevé et un profil de déclenchement plus intense, entraîné par des dépolarisations synaptiques rythmiques en Fa avec l'augmentation des ondes basses fréquences dans l'électrocorticogramme. 15 minutes après le rétablissement de l'approvisionnement en oxygène, les cellules corticales ont connu une diminution de leur cadence de tir continue vers les niveaux préanoxiques et une restauration de leur schéma de pointe régulier. Enfin, dans les deux neurones, qui ont pu être enregistrés de manière intracellulaire pendant une durée supérieure à 15 minutes, nous avons constaté que le potentiel de membrane, l'écart type du potentiel de membrane et la cadence de déclenchement spontané récupéraient entièrement des valeurs similaires à celles mesurées chez le contrôle données non présentées. 3. Propriétés intégratives des neurones corticaux pendant l'anoxie et le processus de récupération. Nous avons ensuite étudié comment les propriétés intégratives des neurones néocorticaux, c'est-à-dire leur capacité à traiter les courants membranaires, étaient affectées au cours du processus de guérison. Nous avons appliqué une série continue d'impulsions de courant négatif NU003 des 5 neurones et mesuré la résistance d'entrée et la constante de temps de la membrane neuronale, qui régissent respectivement la capacité des courants synaptiques à déplacer le potentiel membranaire et l'efficacité avec laquelle une cellule résume les événements synaptiques dans le temps. Comme le montre la figure 5K, les deux paramètres cellulaires ont commencé à diminuer en parallèle après l'interruption de la ventilation, tombant à 61,5% et 61,4% des valeurs de contrôle lors de l'établissement du potentiel de membrane isoélectrique. Les valeurs de résistance membranaire et de constante de temps membranaire ont ensuite continué à diminuer et ont atteint une atténuation maximale à l'apogée de la dépolarisation anoxique. La repolarisation neuronale progressive, qui a suivi la restauration de l'apport d'oxygène, a coïncidé avec des valeurs incrémentielles de résistance membranaire et de constante de temps membranaire, qui ont complètement retrouvé leur niveau préanoxique lorsque l'activité synaptique a commencé à se rétablir. Fait intéressant, nous avons constaté qu'une réponse et un déclenchement dépolarisant post-anodaux pouvaient être générés à la fin des impulsions de courant négatif au cours de la dernière partie de la dépolarisation anoxique et au cours de la repolarisation membranaire. Ceci indique que la récupération, lors des premières phases de réanimation, de l'excitabilité intrinsèque des neurones néocorticaux pourrait précéder de plus d'une minute la réapparition des activités synaptiques et de l'électrocorticogramme. 3. Propriétés spatio-temporelles et corrélats intracorticaux de la vague de Moore et de la vague de réanimation. Nous avons en outre examiné les propriétés spatio-temporelles et les corrélats cellulaires des deux principales formes d'ondes de l'électrocorticogramme, l'onde de Moore et l'onde de réanimation, que nous avons identifiées comme signatures corticales respectives du début et de la récupération de la dépolarisation anoxique.
Au moyen d'enregistrements d'électrocorticogrammes multisites, nous avons constaté que l'onde de mort pouvait être enregistrée sur des sites spatialement séparés dans le même hémisphère, cortex somatosensoriel primaire gauche et cortex moteur primaire, ainsi que dans des zones homologues des deux hémisphères, cortex bilatéral. Cortex somatosensoriel primaire. Les moyennes des vagues de décès enregistrées sur chaque site cortical ont démontré une forme très cohérente, consistant en une onde triphasique de grande amplitude, initialement positive. La quantification effectuée sur l'ensemble des protocoles a indiqué que la latence de l'onde de mort ne différait pas significativement entre les différents cortex de 70 à 164 S après le début de l'asphyxie. NU003 des 32 protocoles d'anoxie. PU003 des 0,2. Cependant, en considérant uniquement les enregistrements simultanés des électrocorticogrammes du cortex somatosensoriel primaire gauche et du cortex moteur primaire, nous avons constaté que dans approximativement 76% des cas, la vague de mort dans le cortex somatosensoriel primaire précédait la vague de mort dans le cortex moteur primaire. De 10,1 plus ou moins 1,6 SNU003 des 17 protocoles d'anoxie. Comme illustré dans la partie inférieure de la figure 6A1, montrant simultanément un électrocorticogramme, un potentiel de courant continu et des enregistrements intracellulaires du cortex somatosensoriel primaire gauche, la première déviation positive de l'onde de mort était étroitement corrélée à l'apparition du décalage négatif dans potentiel de courant continu NU003 des 16 protocoles d'anoxie et plateau de dépolarisation dans les neurones néocorticaux NU003 des 10 protocoles d'anoxie. Pourtant, la phase précoce de la dépolarisation anoxique intracellulaire, mesurée à 20% de sa pleine amplitude, s'est avérée précéder l'onde de mort correspondante de l'électrocorticogramme de 8 à 40 S 26,6 plus ou moins 3,7 S, NU003 des 10 anoxiques protocoles, P0,01, indiquant qu'une proportion substantielle de neurones néocorticaux était déjà engagée dans l'insulte anoxique plusieurs secondes avant qu'elle ne puisse être détectée comme une vague de mort dans l'électrocorticogramme. Nous avons identifié sans équivoque la vague de réanimation dans environ 61%, 16 protocoles de réanimation sur 26 de nos tentatives de restauration de l'activité cérébrale après une anoxie. La présence de la vague de réanimation était systématiquement suivie d'une reprise de l'activité de l'électrocorticogramme et de la survie de l'animal. En revanche, l'absence de vague de réanimation lors d'une procédure de réanimation infructueuse NU003 des 10 était corrélée à la mort de l'animal dans tous les cas. L'onde de réanimation avait une forme moins régulière et une amplitude plus petite que l'onde de mort, mais sa forme d'onde moyenne calculée à partir des différentes zones enregistrées a également révélé un profil polyphasique cohérent. Comme l'illustre la figure 6B1, un bruit électrique de faible amplitude était souvent superposé aux enregistrements d'électrocorticogrammes au moment de la vague de réanimation. Ce signal artefactuel résiduel n'était pas causé par l'activité neuronale, puisque les cellules enregistrées simultanément ne présentaient aucun événement synaptique ou de déclenchement à ce moment-là. Quant à la vague de décès, le délai moyen d'apparition de la vague de réanimation après rétablissement de la ventilation était similaire dans les 3 aires corticales. La pertinence physiologique de la vague de réanimation en tant que marqueur de la récupération neuronale a été attestée par ses liens temporels robustes avec le changement positif brusque du potentiel de courant continu et la repolarisation des cellules corticales lors de la libération du potentiel du plateau anoxique. Par rapport au corrélat de la vague de mort, la restauration du potentiel de courant continu et la repolarisation des cellules corticales après la reprise de l'apport d'oxygène présentaient des profils plus variables et une cinétique plus lente, expliquant peut-être la plus petite amplitude de la vague de réanimation. Il a été constaté que le début du décalage positif du courant continu et de la repolarisation cellulaire mesurée à 20% de l'amplitude des formes d'onde était en retard par rapport à l'onde de réanimation correspondante de l'électrocorticogramme plus 1 à 38 S pour le potentiel de courant continu, NU003 des 6 protocoles de réanimation, PU003 des 0,13. Plus 642 S pour le potentiel de membrane, NU003 des 6 protocoles de réanimation, P0,05. Ainsi, la vague de réanimation, qui a systématiquement précédé la restauration des valeurs préanoxiques du potentiel de membrane cellulaire et du potentiel de courant continu, pourrait fournir une mesure neurophysiologique fidèle d'une récupération réussie et continue de l'activité cérébrale. 4. Discussion. 4. 1. Mécanismes neuronaux de l'anoxie à la réanimation.
Conformément aux résultats obtenus chez des patients humains et dans des modèles in vivo antérieurs d'anoxie cérébrale, nous avons constaté que l'interruption de l'apport d'oxygène entraînait une dissolution rapide dans les 40 à 60 S des signaux de l'électrocorticogramme, précédée par des poussées successives de signaux rapides et intenses. Activité lente. L'aplatissement du signal cortical était corrélé à une diminution de l'amplitude et de la fréquence des potentiels synaptiques dans les neurones pyramidaux enregistrés simultanément, ce qui concorde avec la réduction des courants synaptiques excitateurs et inhibiteurs observés dans les cellules néocorticales après anoxie. Cet amortissement de l'activité synaptique résulte probablement de multiples défauts présynaptiques liés à l'anoxie, notamment une réduction des courants de cation-calcium présynaptique. L'abolition complète ultérieure des activités synaptiques et du déclenchement du potentiel d'action dans les neurones corticaux, y compris les interneurones, puisqu'aucun potentiel synaptique inhibiteur n'a pu y être détecté dans les cellules pyramidales, a abouti à un électrocorticogramme plat. Cependant, cette suppression des événements synaptiques n'a pas provoqué, comme théoriquement attendu, une augmentation de la résistance membranaire postsynaptique. Cela résulte peut-être d'une augmentation supplémentaire de la conductance membranaire due à une ouverture induite par l'anoxie des canaux cationiques potassium dépendant de l'adénosine triphosphate, comme démontré précédemment in vitro à partir du même type neuronal que celui que nous avons enregistré. Cette augmentation des courants de cation potassium peut également participer à l'hyperpolarisation cellulaire, nette observée lors de l'établissement de l'état isélectrique après soustraction du décalage de potentiel du courant continu extracellulaire. La forte dépolarisation membranaire qui a inauguré ce qu'on appelle la dépolarisation anoxique était probablement due à un effet aigu de la privation d'oxygène sur les neurones corticaux. L'hypothèse générale est que l'épuisement rapide de l'adénosine triphosphate provoque une défaillance des pompes membranaires cationiques sodium-potassium dépendantes de l'adénosine triphosphate, produisant un afflux massif de cation sodium et un efflux de cation potassium, et la dépolarisation membranaire corrélative à mesure que les gradients membranaires sont perdus. Le potentiel de plateaux dépolarisants qui en résultait à son tour, probablement responsable de l'ouverture de canaux cationiques calcium dépendant du potentiel, entraînant une augmentation de la concentration intracellulaire en cation calcium et de l'activation ultérieure des canaux cationiques potassium dépendant des cations calcium, augmentant encore la conductance membranaire. Cette succession canonique de processus cellulaires est étayée par nos résultats montrant un fort parallélisme entre la dépolarisation anoxique et le changement du potentiel local de courant continu, qui est connu pour correspondre étroitement à l'augmentation du cation potassium extracellulaire et à la diminution du cation sodium extracellulaire et du cation calcium. Ceci est également cohérent avec l'amélioration progressive tout au long des phases successives de la dépolarisation anoxique, de la conductance membranaire des neurones néocorticaux, telle qu'observée dans l'hippocampe lors d'une ischémie cérébrale. Contrairement aux précédentes investigations in vitro sur des cellules hippocampiques, les événements synaptiques ou les potentiels d'action n'étaient pas systématiquement présents pendant la phase ascendante de la dépolarisation anoxique. Les différentes dynamiques de tension des neurones pyramidaux associées au grand déplacement dépolarisant pourraient résulter de différences dans l'évolution relative des gradis de concentration des cations sodium et potassium après l'anoxie, comme le suggère récemment une étude de modélisation informatique. La dépolarisation anoxique a été maintenue jusqu'à ce que la respiration artificielle soit rétablie et l'omission du sauvetage respiratoire a irrémédiablement conduit à la mort de l'animal, démontrant que notre protocole d'asphyxie engendrait un processus de mort progressif en l'absence de réoxygénation active. La restauration de la ventilation a initié une récupération du potentiel de la membrane neuronale en réapprovisionnant les ponts ioniques en adénosine triphosphate, qui consistait en une repolarisation progressive avec une évolution temporelle très variable d'une cellule à l'autre. Cela s'est accompagné d'une récupération de la résistance membranaire et de l'excitabilité intrinsèque neuronale, comme en témoigne le déclenchement post-anodal induit par le courant, probablement dû à la récupération après l'inactivation des canaux cationiques sodiques transitoires. La lente récupération ultérieure de la commande synaptique et le déclenchement spontané correspondaient étroitement à la reprise progressive de l'activité de l'électrocorticogramme. Cela indique que la durée de 2 à 3,5 minutes de la période anoxique étudiée dans la présente étude n'a pas empêché sans préjuger d'éventuelles lésions cérébrales post-anoxiques la restauration des fonctions cellulaires et synaptiques qui commencent à récupérer avant l'anoxie. Niveau approximatif 60 mois après le rétablissement de l'approvisionnement en oxygène. 4. 2. Origine de la vague de décès et de la vague de réanimation et leur signification clinique.
Des protocoles d'asphyxie ont été menés ici chez des rongeurs anesthésiés avec des doses modérées de barbiturique, une condition pharmacologique qui aurait pu avoir un impact sur les résultats. Cependant, le modèle de vague de mort que nous avons décrit partage des caractéristiques communes, notamment sa forme triphasique, sa durée et la latence d'apparition à partir du début de l'anoxie cérébrale, avec celle rapportée chez les rats éveillés après décapitation, excluant ainsi un phénomène dépendant de l'anesthésie. Elle est également analogue à la dépolarisation terminale et progressive enregistrée chez les patients moribonds subissant une ischémie cérébrale globale suite à l'arrêt des thérapies de survie. Nos enregistrements intracellulaires ont démontré sa relation temporelle cohérente avec la dépolarisation anoxique neuronale et le décalage de potentiel de courant continu négatif, local corrélatif, tous deux connus pour refléter la perte de gradient transmembranaire induite par l'anoxie. En supposant qu'un nombre important de cellules corticales subissent une dépolarisation anoxique de manière presque synchrone, comme en témoigne le grand décalage de potentiel négatif correspondant au courant continu, le signal brut de l'électrocorticogramme est susceptible de se rapprocher des contributions additionnées des neurones individuels et de la forme triphasique de l'onde de mort provenant du filtrage, passe ou du potentiel résultant avec une fréquence de coupure de 0,1 Hz. La repolarisation collective des neurones corticaux associée à un changement positif du potentiel de courant continu après la restauration de l'apport d'oxygène, probablement due à la restauration des gradients ioniques, s'est reflétée sous la forme d'une deuxième onde polyphasique dans l'électrocorticogramme, l'onde de réanimation. L'amplitude relativement faible de l'onde de réanimation était probablement due à la forte variabilité d'une cellule à l'autre du délai, et de l'évolution temporelle de la récupération du potentiel membranaire, entraînant des flux de courant plus faibles dans le tissu cortical. Dans la plupart des expériences où des électrocorticogrammes du cortex somatosensoriel primaire et du cortex moteur primaire ont été enregistrés simultanément, la vague de mort est apparue, pour la première fois, dans le cortex somatosensoriel primaire. Cela pourrait résulter de la grande vulnérabilité à l'hypoxychémie de cette région corticale, qui pourrait alors propager l'onde de dépolarisation anoxique via des processus de type dépression, vers des zones corticales distantes. La restauration de l'apport d'oxygène, après la survenue de la vague de décès, était suivie, dans la plupart des cas, approximativement 61% d'une vague de réanimation qui inaugurait systématiquement la récupération de l'activité neuronale et de l'électrocorticogramme. Ceci suggère que la vague de mort ne peut pas être considérée comme un biomarqueur d'une mort neuronale massive ou d'une mort cérébrale irrémédiable, et peut donc être rebaptisée de manière plus appropriée vague de dépolarisation anoxique. Cependant, nous pouvons conclure de la présente étude que la vague de mort fournit une signature fiable, tant chez les rongeurs que chez les humains, d'une grave atteinte anoxique des neurones néocorticaux, qui peut être facilement enregistrée à partir de la surface du cerveau. À notre connaissance, le présent travail est le premier à décrire l'existence et les corrélats cellulaires d'une onde corticale de surface prédictive d'une récupération corticale post-anoxique, l'onde de réanimation. Cette onde représente un biomarqueur d'anticipation fidèle d'une réanimation réussie qui peut précéder d'environ 20 s le début de la récupération du potentiel membranaire dans les neurones corticaux individuels. Grâce à un filtrage approprié par électroencéphalogramme chez des patients humains subissant des procédures de réanimation, l'identification d'une vague de réanimation ou d'une absence de détection peut potentiellement participer au pronostic d'une bonne issue post-anoxique ou au diagnostic d'un cerveau irréversible. Détérioration. 4. 3. Une nouvelle base neuronale pour les expériences de mort imminente. Nos protocoles d'asphyxie ont rapidement conduit à l'établissement d'un état isélectrique, peu précédé par des poussées successives, d'oscillations rapides et lentes de l'électrocorticogramme. De telles augmentations transitoires de l'activité électrique cérébrale à l'approche de la mort ont déjà été observées chez des rongeurs, non anesthésiés après une anoxie cérébrale, soudaine, et suggérées par des mesures d'indice bispectral après le retrait du système de survie chez des patients humains. L'augmentation des oscillations à haute fréquence a été interprétée comme un corrélat possible d'un état de conscience accru qui pourrait expliquer les expériences de mort imminente. Nos résultats remettent en question cette hypothèse. Nous avons constaté que la montée des activités de l'électrocorticogramme bêta-gamma était corrélée dans les neurones pyramidaux, avec un déclenchement régulier à 6-7 Hz entraîné par des oscillations rythmiques de la membrane, qui étaient façonnées par la sommation des potentiels synaptiques dépolarisants et hyperpolarisants à haute fréquence jusqu'à 140 Hz. Ce schéma est similaire à l'explosion transitoire d'activité rapide, précédemment enregistrée in vivo dans les réseaux hippocampiques au cours d'une ischémie cérébrale,
et qui résulte d'une excitation synaptique oscillatoire réglée par une inhibition dépendante de l'acide gamma-aminobutyrique et de l'adénosine, indépendamment d'un éventuel effet de l'anesthésie, qui n'exclut cependant pas la survenue d'expériences de mort imminente. Les activités neuronales et synaptiques que nous avons enregistrées en association avec l'augmentation des oscillations de l'électrocorticogramme à haute fréquence différaient de celles des neurones néocorticaux à l'état de veille, habituellement caractérisés par une impulsion synaptique dépolarisante soutenue et un déclenchement irrégulier. De plus, la durée du pic de haute fréquence quelques secondes, telle qu'estimée par le score de l'indice bispectral chez l'homme, semble trop courte pour expliquer la richesse et l'étendue temporelle des récits de patients ayant vécu d'une expérience de mort imminente. Il est également improbable que des expériences de mort imminente surviennent à partir de l'état électrique transitoire du cerveau et de la vague de mort associée, puisque nous avons démontré que les neurones corticaux avaient perdu leur excitabilité et n'étaient pas spontanément actifs pendant cet état, et donc incapables de générer expériences conscientes. Il est évident que les rapports d'expérience de mort imminente nécessitent une réanimation et une récupération réussie des fonctions corticales et cognitives. Nous avons constaté que le temps nécessaire pour récupérer les schémas synaptiques et de déclenchement normoxique dans les neurones et les réseaux corticaux était beaucoup plus long que celui correspondant au déclin de l'activité induit par l'anoxie, ce qui rend cette période plus appropriée pour sous-tendre les expériences de mort imminente. Le lent processus de récupération était caractérisé par des oscillations écrasantes de 5 à 10 Hz dans l'électrocorticogramme et les activités intracellulaires, ainsi que par des schémas de haute fréquence atténués persistants. Des schémas atypiques, comparables d'oscillations cérébrales, associant une diminution des activités gamma à une augmentation des schémas de basse fréquence, ont été rapportés dans des maladies hallucinatoires, telles que la schizophrénie. Il est donc plausible que la désorganisation durable de la dynamique corticale caractérisée par un déficit d'activité rapide de l'électrocorticogramme, en particulier dans les zones sensorielles, soit responsable de l'imagerie mentale stéréotypée, de type hallucinatoire, qui caractérise certains éléments typiques des expériences de mort imminente. Nous suggérons donc que la lente récupération des activités cérébrales après la réanimation pourrait représenter une période pertinente pour mieux comprendre la base neuronale des expériences de mort imminente. 5. Conclusion. Nos enregistrements électrophysiologiques multi-échelles, combinés à la surveillance des paramètres vitaux, démontrent que l'anoxie cérébrale déclenche une séquence temporellement organisée de schémas synaptiques et de déclenchement dans le néocortex, qui se termine par l'établissement d'un état isélectrique privé d'activité neuronale. Environ 1 minute après la désactivation des activités corticales, les neurones néocorticaux se dépolarisent fortement jusqu'à un potentiel de membrane où l'activation n'est plus observée et l'excitabilité cellulaire est perdue. Nous apportons la preuve que cet état de blocage de dépolarisation n'implique pas une mort neuronale irréversible, puisqu'une récupération de la polarisation de la membrane cellulaire peut être initiée si la réoxygénation est rapidement rétablie. La repolarisation du potentiel membranaire lors de la réanimation s'accompagne d'un retour des propriétés d'intégration cellulaire suivi de la récupération progressive des activités synaptiques et de déclenchement normoxique dans les neurones et les réseaux. La dépolarisation massive des cellules néocorticales induite par l'anoxie et son inversion lors du retour de l'apport d'oxygène entraînent respectivement des déplacements positifs et négatifs de grande amplitude du potentiel cortical du courant continu, qui peuvent être capturés sous forme d'ondes reproductibles d'électrocorticogramme polyphasiques à la surface du cerveau, la vague de mort et la vague de réanimation. Contrairement à l'électroencéphalogramme isélectrique, qui ne fournit pas d'informations sans équivoque sur l'excitabilité neuronale et sur le moment des processus cellulaires cytotoxiques après l'anoxie, les présents résultats démontrent que la vague de mort et la vague de réanimation fournissent des biomarqueurs fiables et facilement enregistrables. L'apparition et la guérison d'une atteinte neuronale liée à l'anoxie. Bien qu'un équivalent de la vague de réanimation n'ait jamais été enregistré chez des patients humains jusqu'à présent, il est très probable qu'une récupération collective du potentiel membranaire se produirait également dans les neurones corticaux humains après une réanimation cardio-pulmonaire réussie. Par conséquent, la vague de décès et la vague de réanimation peuvent aider à affiner les procédures interventionnelles d'urgence, car elles pourraient être utilisées comme marqueurs physiopathologiques en temps réel des processus déclencheurs de mort cérébrale, vague de mort, et comme signature corticale. Pour un pronostic de récupération positif, vague de réanimation. En conséquence, et à terme, ces résultats pourraient également avoir des implications sur les débats éthiques et cliniques sur le don d'organes impliquant des patients mourants.